de ce genre de messe, rituel, je veux dire, bienvenue. Comme il n'y a pas que des repeaters, comme on dit dans notre industrie hôtelière, il est bon pour ceux qui viennent pour la première fois qu'on vous rappelle que c'est grâce à l'initiative de Michel de Spéville, aidé en cela par le directeur de l'NSI Parc Hôtel, Julien Glane, que ce genre d'opération ait pu avoir lieu depuis ces 2 dernières années. C'est dire qu'un établissement hôtelier peut avoir des ambitions culturelles. C'est très bien ainsi, parce qu'a été installé à la réception, près de la réception de l'établissement, Petroswap, d'après bonsoir de la Sorbie, où vous pouvez faire l'acquisition de livres d'auteurs mauriciens. Cela dit, je souhaite la bienvenue au vice-président de la République, Élie Boissaisan, qui est là. Nous avons aussi une ancienne vice-présidente qui est dans la salle, Monique Ossan-Belbeau. On souhaite la bienvenue à notre amie Sandra Mayotte, qui est là, qui a été mon complice, heureusement pas en politique, à Radio One pendant de nombreuses années, quand on avait commencé à l'époque Enquête en direct. Comme quoi, Enquête en direct mène à tout. On peut rire, elle ne va pas s'en offusquer. On souhaite la bienvenue aussi à Monseigneur Respiat, avec lequel j'ai échangé quelques politesses avant de prendre le micro, à Michel de Spéville, bien évidemment, et à tous les amoureux de belles lettres de la culture. Et il est évident que la présence de Dave Verassormi est très pertinente ce soir, parce qu'il a été le complice de Gérard Sullivan en bien des occasions, surtout pour monter quelques pièces, dont Joseph Exopalto l'Arc-en-Ciel, dont il a fallu taire le nom de Dave et attendre la 25e édition à succès pour qu'on annonce qu'il avait fait partie de cette belle opération. Il est évident que j'ai un avantage sur vous, j'ai lu le livre il y a quelque temps de cela, et j'en parlais à Maurice Piat justement, et que ce livre est important, et se laisse lire, et devrait être lu, parce que ce livre est un livre, comme Alain a dit, un livre vérité justement, où le sujet qu'a été Gérard Sullivan ne cache absolument rien derrière sa soutane. Vous avez mis une autre préposition alors. Et j'ai trouvé cette formule en réfléchissant pour dire que Gérard Sullivan, Exopalto l'Arc-en-Ciel et sa soutane n'est pas le maître Jacques, parce que maître Jacques, il fait alternativement le cocher et le cuisinier. Ben, lui, il fait les deux en même temps. Et je trouve que c'est très bien dans la complémentarité de son action apostolique. Et c'est très bien ainsi. Et au filigrane, j'ai beaucoup apprécié, et là, c'est a posteriori, de manière posthume, le flair de Monseigneur Margélo. J'ai l'impression qu'il a géré le diocèse comme un parti politique, hein, vraiment. En cultivant un produit un peu ovni, là, hein. Gérard Sullivan est un produit de mai 68 et de Vatican II. Comment il a pu aider Gérard à gravir les échelons et à s'imposer tout en satisfaisant les conservateurs de l'Église à l'époque? Et Margélo n'a pas arrêté, il a fait, par la suite, il a adopté le même schéma.
et cela rend l'Église, bien évidemment, plus riche dans la diversité de ses sensibilités. Alors, les sujets qui ont été abordés par Gérard auraient pu choquer il y a quelque temps de cela, par exemple, le célibat des prêtres. Il n'est pas contre, mais pour lui, il dit qu'il est contre. C'est son choix. Il parle des tabous de la pédophilie au sein de l'Église. L'Église ne s'en cache pas d'ailleurs, et je crois que notre nouveau pape s'est appelé à éradiquer ce virus qui a gangréné l'Église dans la complicité, dans le silence pendant de nombreuses années. Il parle de la rédemption, il parle de la confession. Là, c'est très très important. Et il y a cette phrase qui dit, on l'avait accusé à l'époque, certainement c'est spécial, on l'avait accusé à l'époque de faire le spectacle, c'est-à-dire un prêtre spectacle, comme il y avait des prêtres ouvriers en France à une certaine période. Il y a des prêtres spectacles, si ça peut ramener des ouailles à l'église, tant mieux. Et on lui reprochait les tentations dont il pouvait en être l'objet. Et il dit cette phrase, ben c'est au confessionnal que c'était plus grave. Ça, c'est pour vous faire lire le livre tout de suite. Hein. Il y a 40 pages sur la confession. J'ai vu quelques rougeurs teinter les joues de certaines dames. Je ne sais pas si c'est vous, mais qu'importe. Donc c'est un livre à lire, et j'en disais à Maurice, à Pierre, que c'est un livre subversif, en fin de compte. Sous l'Inquisition, on l'aurait brûlé, et l'auteur et le sujet. Parce que ce livre, à mon sens, est susceptible de convertir. Et je suis à demi. Merci. On va appeler l'auteur forcément parce qu'il a certainement des choses à dire. Il nous raconter comment ça a commencé cette aventure exaltante avec Gérard. Merci Philippe. J'aurais tout vu dans ma vie. Un livre d'entretien n'est pas un livre comme les autres. Il ne ressemble en rien à l'acte solitaire d'un roman. Il s'agit ici, dans cet exercice, d'offrir au lecteur le résultat d'un cheminement à deux. Pendant plusieurs mois, nous nous sommes rencontrés, une fois par semaine, pendant plus d'une heure. Un vrai échange profond, en donnant du temps aux choses. Et c'est bien cela que c'est si particulier. C'est un peu, ce genre de livre, c'est un peu comme un livre qui aurait deux auteurs. Parce qu'il y a tel mélange des deux personnes, c'est comme s'il y avait deux auteurs. J'ai toujours beaucoup aimé, pour ma part, cette facette du journalisme qu'est l'interview. Lindsay, qui est ici, Lindsay Rivière, qui est ici, mon ancien rédacteur en chef, me disait toujours que c'était mon style favori. J'ai toujours aimé ça parce que sans doute l'interview a joué un rôle important dans mon cheminement personnel de ma vie. C'est quelque chose qui m'a permis de m'ouvrir au monde bien avant même d'embrasser la carrière de journaliste. J'ai encore de souvenirs très vivants de ces radioscopies de Jacques Chancel, que beaucoup d'entre vous sûrement ont déjà entendu, retransmis par la radio. C'était à l'époque où la radio pouvait instruire encore. Quand on écoutait la radio, on pouvait s'instruire encore à l'époque. J'écoutais ces radioscopies, je découvrais des noms, des mots, des résonances qui m'étaient complètement inconnues. Et moi, j'étais comme un petit sauvage au milieu de mes champs de canne à Pamplemousse, et j'entendais ces voix qui m'instruisaient. C'était ma manière d'instruire la radio et radioscopie. J'entendais parler de gens, j'ai jamais entendu parler, Edgar Morin, Raymond Aron, des gens incroyables. Et j'écoutais sans comprendre.
Du moins, c'est ce que je pensais. Mais les choses importantes, j'ai fini par le voir, restent en vous et simplement attendre le moment de se révéler. Mais ça, on le sait bien après, on ne le sait pas tout de suite. Certains ont beaucoup appris à l'école, d'autres dans les livres. Moi, c'est à la radio, en écoutant des interviews et dans une moindre mesure dans les livres. J'ai découvert à 14-15 ans Le Monde étrange et loufoque de Raymond DeVos ou d'un berger des Pyrénées que Chancel décidait d'interviewer. Et je découvrais la voix parlée de Jacques Brel. Je connaissais la voix chantée de Jacques Brel et là je découvrais la voix parlée. Et cette phrase incroyable qui m'est restée très longtemps, à une question de Jacques Chancel qui lui demandait « C'est quoi pour vous un artiste ?» Et Brel répond sans une seconde d'hésitation « C'est quelqu'un qui a mal aux autres. » C'est quelque chose qui m'est resté vraiment toute ma vie. Je trouve que c'est d'une profondeur. Donc voilà pour moi ce qu'est l'interview dans ma vie. C'est la découverte de la vie. Et quand j'entendais ces phrases, alors que je courais dans les champs de cas avec ma fronde, guettant la main tourterelle, je pourrais continuer longtemps à vous parler de ces interviews qui m'ont appris à regarder le monde, à regarder vivre les hommes et les femmes, et à regarder passer la vie tout simplement. Mais je veux juste dire, avant de terminer, que ces livres d'entretien sont pour moi simplement une manière de continuer mon métier de journaliste en mettant dans les livres ce qu'on trouve de moins en moins dans les journaux. Le premier livre d'entretien date de 1986 et fut consacré à Gaëtan Duval, Le droit à l'excès. Le deuxième fut consacré à Michel Despévier, La passion en héritage, et le dernier à Gérard. Entre Gérard et Michel, il y a une longue amitié. Entre Gérard et Gaëtan, je ne crois pas grand-chose en commun. Non, sauf, et même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, une consommation régulière de vin. Je suis très heureux, après ces quelques mots, de passer la parole à Gérard et lui dire combien je suis heureux d'avoir fait ce bout de route avec lui. Je souhaite au livre bon vent et je reprends la formule de Gaëtan Duval. Je formule le souhait qu'il formulait le soir du lancement de sa biographie. Il devait mourir 5 ou 6 jours après. Gérard, ça va rien. Le jour du lancement du livre, c'était une de ses dernières sorties publiques. Avec son humour un peu étrange et loufoque, il a dit, je vais le citer, « Même ceux qui n'ont pas lu le livre en disent le plus grand bien. » C'est ce que je vous souhaite à ce livre. Merci. L'essentiel de ce que je pourrais vous dire ce soir, vous le trouvez dans le bouquin. Je ne vais pas vous raconter tout ça, vous ne direz pas le bouquin sinon. Donc, je crois que si je suis là ce soir, c'est parce qu'apparemment j'ai eu un itinéraire atypique. Sinon, je ne serais peut-être pas dans cette salle. Alors, si l'itinéraire est atypique, la base, la source d'origine est tout à fait typique. Typique d'une aventure qui un jour m'a saisi et emporté sur cette route. Cette source typique est pour moi la rencontre de quelqu'un. La rencontre de quelqu'un qui me fait confiance. Cette confiance que je ne vais pas comprendre du premier coup, que je ne vais pas accueillir du premier coup. Mais cette confiance qui va se manifester de manière répétée à travers de multiples relais sur ma route et qui va me permettre de vivre tout en me basant, m'appuyant sur cette confiance qui va me permettre de faire ce parcours atypique. Et ces relais sont nombreux et ils continuent d'être là ce soir parmi nous. Oui, je suis, dit-on, le prêtre atypique qui a suscité ce type de travail avec Alain. Je suis le prêtre atypique qui a fait ce parcours atypique
Et pourtant, à la base de tout cela, il y a quelque chose d'essentiel, de tout à fait typique. C'est la rencontre avec ce Dieu qui un jour m'a appelé, et de multiples manières jusqu'à ce que je comprenne. Vous savez, on résiste beaucoup, et toute l'histoire qui est racontée dans ce livre, je dois vous dire, je n'aurais jamais écrit ce livre, assis à une table, et notant et corrigeant chapitre par chapitre, je ne l'aurais pas fait. Et je suis très impressionné d'avoir accepté. Il n'a pas utilisé des méthodes de Gestapo, je dois dire. Il aurait pu, hein. Il pourrait être très très bien utilisé. Il sait faire parler les gens. C'est pas le style radoir, c'est beaucoup plus souple. Mais il veut parler quand même. Donc, je suis très étonné de voir à la fin de cette série de conversations, avec des questions très 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 pertinentes et très percutantes, je me suis livré, j'ai accepté de parler. Et je disais à Finlay, je disais à Alain, l'impression étrange que j'ai, ayant fait ce parcours, ayant fait ce travail avec eux, cette relecture, cette revisitation de tous ces moments qui sont comme des puzzles, des morceaux de puzzle dans ma vie. Et d'avoir mis tout ça les uns à côté des autres grâce aux questions d'Alain, à la manière dont Alain a mené les conversations, tout ça a fait que, en relisant ce livre, je me suis dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Et pourtant, c'est moi. Et pourtant, c'est moi. Alors, ce que je retire comme impression globale, c'est que très souvent, nous sommes l'occasion pour que les choses adviennent, des choses beaucoup plus importantes. Une chose que je redis très souvent dans ce livre, d'abord, c'est la confiance. J'avais voulu mettre, en plus du titre proposé à Alain, quelque chose, et lui, en bon éditeur et commercial, m'a dit non. Finalement, on a mis la phrase à l'intérieur, tout un montage, vous le trouverez dans le bouquin, une page montage, parce que pour moi, c'était une phrase, et sur une image qui est une main tendue, qui relève quelqu'un. C'est « n'aie pas peur, fais-moi confiance, viens ». Et je pense que c'est ce qui a été le fil conducteur de tout ce parcours de ces 50 années. Il y a eu des moments très difficiles, et à chaque fois où je menaçais de déraper ou de tomber, où je suis tombé, il y a toujours eu cette main qui me relevait, cette confiance qui m'était redonnée. Elle a pris plusieurs visages. La plus caractéristique, ça a été celle de l'évêque avec lequel j'ai commencé le parcours, à savoir Monseigneur Margéo. Et puis Maurice, heureusement bon élève, bien formé par son prédécesseur, il a pris la suite et nous sommes très très heureux ensemble d'être très fraternels ensemble dans cette continuité du parcours. Alors, c'est pour vous dire que, oui, je pense que c'est quelque chose d'abord qui me dépasse, qui dépasse tous les plans que je pouvais faire. J'ai toujours vécu la plupart de ces événements, quand je les relis, je me dis, attendez, mais c'est dans l'inattendu le plus total. Je pense que celui que je rencontre, qui se manifeste à moi, ce Dieu que je rencontre, cette personne qui m'appelle, qui m'attire, et je pense que c'est valable pour toute rencontre importante d'une vie. D'abord, se connaître soi-même, moi qui suis appelé, qui je suis, et qui est cette personne qui m'appelle. Et tout ce parcours a été un peu, vous le verrez si vous lisez le livre, a été esquissé de cette manière, cette immense fresque, pour vivre cette rencontre, non seulement la vivre, moi qui suis appelé, et pouvoir à mon tour faire confiance à d'autres. Et je peux vous dire que, ayant fait ce travail de relecture, ce que je retiens de toute cette histoire, c'est justement le besoin qu'on me fasse confiance. Et combien le fait de me faire confiance peut m'amener à vivre des choses tout à fait inattendues, gigantesques, beaucoup plus vastes que tout ce que j'aurais pu imaginer avec mes petits plans mesquins de folie. Oui, faire confiance. Et à mon tour, j'ai essayé, ayant reçu cette confiance, de l'offrir aux autres. Je suis très étonné ces temps-ci que je fête avec mon évêque 50 ans
le sacerdoce, de voir qu'en plus de toutes les félicitations d'usage qu'on donne, les mots d'encouragement, à quel point certains témoignages me sont venus qui m'ont bouleversé. Tout à fait inattendus, qui m'ont bouleversé. Pour me dire que, oui, les choses que j'avais préparées, c'est pas là que ça s'est passé. Des gens me disent, mais il s'est passé tel jour, telle rencontre et telle chose. Non, je n'étais pas conscient. Et les choses se sont passées. Et je raconte souvent à mes amis ces jours-ci, un des moments qui, j'étais très content de vous rencontrer de plusieurs manières, beaucoup d'entre vous, mais un des moments qui m'a le plus touché, c'est que le dimanche matin, le jour où j'ai célébré avec mon évêque nos 50 ans de sacerdoce, nous avons été ordonnés en même temps ensemble, je me suis levé le matin. Il y avait dans le portail de la cure, dans les barreaux du portail de la cure, une enveloppe. Une enveloppe, genre enveloppe gouvernementale, grise, avec République of Mauritius. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ouvert l'enveloppe, je me dis, est-ce que c'est une réclamation de la taxe de marée? Non, pas du tout. Mais c'était les détenus de la prison de Bobassa, qui m'envoyaient un dessin, et des signatures, et des petits mots, pour me dire merci. Merci, entre autres choses, on va déjà rencontré souvent, mais entre autres choses, d'avoir imaginé Barreau paraître la vie. Et c'était dans les barreaux. Et continuer cette relation que, ben oui, je pense que la rencontre des gens, la rencontre de moi-même par le Seigneur et ma rencontre avec les autres, c'était toujours pour dire l'homme est plus grand que l'humain. Et qu'en nous, en chacun de nous, il y a l'hommerie. Et c'est cette homerie, peut-être l'autre parfois. Mais au cœur de tout ça, des choses magnifiques, grandioses peuvent se passer. Et je suis témoin dans ma propre vie et dans la vie de beaucoup d'entre vous qui m'ont accompagné sur cet itinéraire. Alors, pour terminer, puisque nous sommes, très souvent dit que j'étais un homme de spectacle, le livre est bâti autour de ça, j'ai voulu terminer sur, quand même, un homme de spectacle ne se contente pas des livres d'un bouquin, terminer sur une petite note musicale que je voudrais vous offrir ce soir, un petit peu nostalgique. J'emprunte ces quelques paroles à une grande dame de la chanson française, la grande dame brune, qui a marqué ma jeunesse étudiante. Lorsque j'étais à Paris, j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans tel ou tel spectacle. Et en reprenant une de ces chansons qui me touche beaucoup, je n'ai pas eu à modifier que quelques syllabes pour vous l'offrir ce soir en guise de conclusion d'une manière un petit peu plus musicale. Alors je vous l'offre maintenant si vous voulez bien. En cette soirée du mois d'août, je vous ai donné rendez-vous. Ici même vous en souviendrez-vous. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. C'est là que je comprends tout à coup. Je peux poser mes bagages, je peux finir mon voyage. Vous êtes venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.